Bonjour et bienvenue dans Réflexion naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives, vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé, mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine. Alors bienvenue sur Réflexion naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui fait suite à la dernière vidéo sur la vaccination. Alors c'est une vidéo de réflexion sur la prévention et l'immunité, mais c'est aussi une réflexion sur le système de santé actuel. Alors c'est une vidéo importante, elle va vous donner des arguments pour répondre à des personnes qui seraient éventuellement pro-vaccination obligatoire. Alors dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que le vaccin n'était pas immunisant au-delà de 6 mois, comme on va dire l'immunité naturelle acquise par la contamination. On a vu qu'une vaccination ne pouvait pas être immunisante par rapport à toutes les mutations de coronavirus. Donc on ne sait pas combien de temps elle sera utile. C'est la plupart, il y a 15% de la population qui ne peut pas être vaccinée ou qui ne réagira pas au vaccin. Donc cette notion a déjà été abordée aussi. Et nous avons abordé la notion de dangerosité potentielle, je dis bien potentielle, de la vaccination. Tous ces arguments montrent que des personnes en santé normale, je veux dire qui ne sont pas des personnes à risque, n'ont pas une balance bénéfice-risque en faveur de la vaccination. On ne sait pas pour les personnes fragiles si cette balance sera en faveur de la vaccination ou pas. Ça sera à voir. Mais ma réflexion d'aujourd'hui va porter sur la notion de responsabilisation individuelle. Vaccinez-vous pour les autres, nous dit-on. Je vais vous expliquer, nous sommes tout de même susceptibles de transmettre le virus à des personnes non vaccinées, même en étant vaccinés. Ça, même, vous avez vu, le responsable du laboratoire Moderna l'explique. Alors, plutôt qu'un vaccin, puis un autre, et encore un autre, puisque l'immunité durera que 6 mois, au risque de perturbation de notre immunité naturelle, pourquoi, je pose juste une question avant de démarrer notre sujet du jour, pourquoi n'aurais-je pas le droit de m'immuniser naturellement en allant au contact d'un malade Covid et de me contaminer volontairement ? Je suis sûr que je ne développerai pas de gros symptômes, comme lorsque je développe des grippes ou d'autres symptômes, je n'ai jamais d'explosion inflammatoire, je ne suis pas un terrain potentiellement pour cela. Ça veut dire que, imaginons que même si à la suite de cette contamination volontaire, je développe des anticorps, mais je développe des signes d'aggravation, des signes importants. Je suis prêt à être malade, à choisir d'être malade, de développer une immunité naturelle et de payer mes frais d'hospitalisation s'ils arrivaient, voire de ne pas aller à l'hôpital si je devais avoir des signes graves. Ça veut dire assumer les risques liés à ces actes. Alors, nous n'avons pas le droit de développer une immunité naturelle. On ne nous laissera pas faire ça. On vous dira c'est pas éthique, mais vous devez quand même vous vacciner pour être solidaire par rapport aux personnes fragiles. Alors, ma proposition que je vais vous faire là, aujourd'hui, est une proposition pour remettre tout le système de santé à plat et voir comment, à votre niveau personnel, vous pouvez agir de façon préventive pour faire face aux maladies infectieuses, mais aussi pour ne pas être un poids pour la société en termes de santé. La première chose à laquelle il faut réfléchir, c'est changer notre vision face aux maladies infectieuses, face à la notion d'immunité, à ce que représente un virus, pour sortir de cette peur, de cette angoisse généralisée. Un vaccin, c'est introduire une immunité artificielle dans un système vivant très complexe, normalement conçu pour vivre, pour partager sa vie avec un microbiote, un virobiote, c'est-à-dire des virus, des bactéries, des champignons. Nous sommes exposés constamment à des bactéries, à des virus. Nous avons en nous des bactéries, des champignons, des bacilles potentiellement contaminants et susceptibles de développer des maladies infectieuses, des symptômes infectieux graves, mais ça n'arrive pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, un terrain, une disposition particulière de notre organisme qui fait que ces virus et bactéries que nous hébergeons ne se développent pas. Si mon corps n'atteint pas un niveau d'inflammation particulier, alors mes réactions immunitaires sont sous contrôle et le développement bactérien viral ne se fera pas. Ceci
se rapporte aux conceptions de Béchamp, Tissot, Claude Bernard, qui est le père de la médecine expérimentale. Ce sont des chercheurs, des physiologistes qui sont morts il y a depuis bien longtemps, mais qui se sont opposés aux théories pasteuriennes par la notion de terrain, comme étant la première et la plus importante dans le développement, la compréhension du développement ou non des maladies infectieuses. Quand on vous dit le microbe n'est rien, le terrain est tout, vous expliquez la notion de personnes soi-disant positives, contaminées, mais asymptomatiques. C'est-à-dire que leur terrain ne favorise pas le développement de ce virus. Ce n'est pas le moment pour lui de se développer, il ne trouve pas un terrain favorable à son épanouissement. Nous avons tous des staphylocoques, des streptocoques, des bacilles d'Escherichia coli et divers microbes potentiellement dangereux, mais sans une prédisposition de notre terrain à ce développement-là, il n'y aura pas de prolifération et d'infection, que vous rencontriez ou non le virus. Cela signifie quoi? Mais que l'on confond la cause et les effets. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir changer de paradigme. Le virus, les micro-organismes, n'est pas l'ennemi. Ils sont la base de la vie et de notre équilibre. Ils font partie de notre écosystème et ne font que réaliser ce pourquoi ils existent, accompagner des phénomènes inflammatoires et jouer leur rôle dans un certain nettoyage à ce moment-là. À force de se désinfecter, de ne plus sortir, de rester masqué, d'aseptiser toute notre vie, nous nous coupons de ce qui fait la vie et maintient notre équilibre. Il est temps de réhabiliter les micro-organismes. Pour ma part, je n'ai jamais eu peur des maladies infectieuses. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me laissaient toute la journée patauger les mains dans la terre quand j'étais petit. On partageait nos verres, nos plats, nos assiettes. Je buvais dans les verres des gens, des invités, sans souci. Quand je me déplace, vous savez que je marche pieds nus toute l'année, je travaille à main nue, je me fais des écorchures, je me plante des épines dans le pied, je me fais des plaies. Il m'arrive de me mettre des clous, voire des punaises dans les pieds, ça m'arrivait souvent. Je n'ai jamais désinfecté une seule plaie. Je ne nettoie même pas mes plaies. Et je n'ai jamais développé de pathologie infectieuse, de tétanos ou ce que vous voulez, sachant que même le tétanos, pour lequel vous êtes censé être vacciné, n'immunise pas. Alors cette notion, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le vaccin du tétanos n'immunise pas, comme le fait d'être au contact de spores naturels du tétanos ne vous donnera pas une immunité. Il y a des gens qui ont déjà contacté 2 fois dans leur vie. Alors par rapport à toutes ces notions-là d'immunisation face à certaines maladies, et sans doute que le tétanos qui apparaît comme la maladie, sans doute pour laquelle on a tendance à vouloir absolument se vacciner, ne tue pas plus de 20 personnes par an, des personnes très âgées, et le vaccin n'immunise pas. La preuve, c'est qu'on vous fait un sérum même si vous avez été vacciné lorsque vous arrivez à l'hôpital parce qu'on vous avait planté un clou. Alors, vous trouverez toutes ces données dans une vidéo d'Emma Cruzy sur le tétanos, la vaccination du tétanos. Allez voir, elle explique tout ça. Je le détaille dans mes séminaires, mais là, je n'ai pas le temps. Et vous trouverez toutes ces informations et au-delà de tout ça, beaucoup d'informations sur les vaccins dans ce livre de Michel Georget, qui est un journaliste scientifique, qui a collecté toutes les études scientifiques, les suivis de la vaccination, les études qui ont été faites autour de ça. Donc c'est un livre très précieux, très riche, très informé et scientifique. Donc je vous le conseille, ça s'appelle Les vérités indésirables. Mais au-delà de tout ça, je voulais revenir sur cette notion de confiance dans mon corps, capable de réagir, de faire face, sans utiliser jamais d'antibiothérapie, sans désinfecter, sans utiliser d'alcool et même sans nettoyer mes plaies. J'ai habitué mon corps à avoir ce type de réaction saine, à faire face. J'ai développé des capacités réactionnelles. D'autre part, j'accepte toujours la maladie. J'ai appris, depuis tout petit, que la maladie faisait partie de la vie, que être couché avec de la fièvre, ça n'était pas forcément quelque chose de négatif, mais au contraire, quelque chose qui va me permettre de passer un cap. La fièvre, la fatigue font partie des symptômes que mon corps utilise pour faire face, pour contenir le virus à un moment donné, lui permettre de faire son travail sans l'entraver trop, puis le contenir pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Vous pouvez avoir de gros symptômes inflammatoires sans qu'il y ait de danger et sans qu'il y ait aussi de charge virale très élevée. Il n'y a pas forcément de lien entre charge virale et symptômes inflammatoires tout le temps. Le problème, c'est lorsque nous n'avons pas appris à notre organisme à supporter ce type d'inflammation.
Lorsqu'au moindre symptôme de fièvre, de douleur, de fatigue, on se gave de médicaments antisymptomatiques. On fragilise nos capacités d'adaptation et lorsque ces phases inflammatoires qui jalonnent toute notre vie et qui sont normales vont revenir à un moment donné, lorsque vous n'avez pas été habitué à cela, elles vont devenir beaucoup plus dangereuses et plus difficiles à supporter lorsque vous les avez entravées dans votre jeunesse. Nous avons cru que les sciences, que le progrès allait faire disparaître la souffrance et la maladie. Mais c'est aujourd'hui l'inverse qu'il se produit. L'hyperhygiénisme, l'hyperprotectionnisme qui nous a fragilisés devient aujourd'hui un grand problème. Le Covid, cette crise sanitaire que nous vivons ne vient que mettre en lumière l'état déplorable de santé dans lequel nous sommes. Depuis 2010, c'est-à-dire depuis 10 ans, on est passé de 9 à 11 millions de malades chroniques. Et ce n'est que le début. Nous sommes en phase d'explosion de diabète, de maladies auto-immunes. Ajoutez à cela la suppression des lits dans les hôpitaux et il est évident que nos services hospitaliers soient saturés. Alors, je vous entends dire, à force de vaccination incessante, parce qu'on nous dit que la vaccination contre le Covid n'est qu'une vaccination de plus, supplémentaire. Oui, mais à force de nous vacciner, au moins tous les ans ou tous les 6 mois, c'est ce qu'on va nous proposer, ne risque-t-on pas de créer de déséquilibre, d'incapacité à nous adapter à la nouveauté? Il y en aura toujours des nouveaux virus. Il y en aura tout le temps. Regardez à quel niveau d'antibiorésistance nous sommes arrivés. Cela traduit l'échec des systèmes de santé répressifs. Il est temps qu'on revienne à un système de prévention. La nature s'adapte, alors laissons-nous aussi la possibilité de nous adapter. Croire que nous pourrons vivre dans un monde stérile est utopique. Un monde stérile veut dire une vie stérile. C'est creuser chaque jour un peu plus nos fragilités, notre incapacité à faire face à l'environnement qui est de loin d'être hostile. On me dit, mais toi tu réagis bien, tu guéris sans médicaments, tes parents et toi avaient de la chance d'avoir une belle constitution. C'est normal, tu n'as pas à craindre les infections toi parce que tu as de la chance. Non, il n'y a rien à voir avec le hasard et la chance. La santé, ça se gagne. Et nous avons un capital qu'il faut entretenir et c'est sûrement pas en évitant à tout prix, tout le temps la maladie et en supprimant du symptôme que nous allons améliorer ce capital. La maladie fait partie de la santé. Croire que l'on peut éviter toutes les infections parce qu'on mange bien, parce qu'on fait du sport, parce qu'on se relaxe, parce qu'on est dans une hygiène particulière ou même qu'on fait de l'hormèse, tout comme on croit qu'on évitera le virus avec un masque, est un mythe. La vie saine nous donnera par contre plus de chances de passer avec succès des étapes difficiles de la maladie. Je parle d'épisodes inflammatoires, ces fameuses crises cytokiniques, si elles arrivent. Alors elles arrivent surtout chez des gens qui ont déjà un terrain pro-inflammatoire, on va en reparler. Par contre, lorsqu'on est malade et que on a entraîné notre organisme à réagir, qu'on a vécu pendant notre enfance de nombreuses maladies infectieuses et comme Wim Hof par exemple, j'en parle dans certaines vidéos, vous apprenez à faire surréagir votre système immunitaire dans certaines situations où vous vous confrontez dans des limites acceptables pour l'organisme à des stimuli, à des contraintes de froid, de chaud extrême, d'exercice physique intense, etc. On appelle ça l'hormèse. Alors, vous habituez votre corps à réagir et vous augmentez vos chances de ne pas développer de pathologie. Vous avez vu quand on injecte des bacilles à Wim Hof, dans son expérimentation, il suffit d'aller voir sur internet, vous trouvez cette expérimentation-là, là où il devrait faire des symptômes infectieux terribles, il ne fait qu'une petite migraine de 10 minutes. Et cette méthode, elle est apprenable. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il montre que nous pouvons modifier notre immunité, notre terrain, pour accepter certaines phases inflammatoires. Être en bonne santé, c'est d'abord savoir faire des maladies aiguës, fortes et brèves et les supporter plutôt que des maladies chroniques. Et supporter ces phases inflammatoires, ces fameux orages cytokiniques, ça s'apprend. Que l'on soit habitué à faire des maladies infectieuses, surtout dans l'enfance, ça c'est très important, vivre nos varicelles, nos rubéoles, nos rougeoles, développer cette immunité naturelle est très important. Que notre état d'aujourd'hui ne soit pas un état chronique et un terrain inflammatoire, c'est la deuxième chose importante. Tous les cas de comorbidité, des personnes qui avaient des maladies métaboliques, diabète, surpoids, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, etc., étaient les personnes les plus susceptibles de faire des
symptômes graves liés au Covid. Toutes ces personnes ont en commun d'avoir un terrain pro-inflammatoire. Lorsque par exemple vous avez beaucoup de cellules graisseuses, autour de ces cellules graisseuses se développent des macrophages qui sont là en permanence, comme un système d'alerte immunitaire, et ils libèrent des interleukines, des cytokines qui mettent le terrain dans une prédisposition déjà inflammatoire. Les personnes qui ont des maladies chroniques sont des terrains inflammatoires. Le problème, c'est que lorsque vous attrapez un virus et que votre corps essaie de réagir sur ce terrain-là, vous augmentez vos risques de faire une pathologie qui va flamber. Peut-être que la prévention et cette notion de solidarité dont on nous parle à travers le vaccin devrait basculer sur ce terrain-là, c'est-à-dire limiter les états inflammatoires des personnes déjà chroniquement malades. Ça veut dire remettre en cause tout notre système de santé. Venons-en donc maintenant à notre deuxième partie de cette vidéo sur un terrain un peu plus glissant d'ailleurs, et on va parler un peu du système de santé et de cette notion de solidarité et de responsabilisation individuelle. Alors, on nous dit d'être solidaire envers les personnes qui sont fragiles, qui ont des comorbidités, les personnes âgées, mais aussi des personnes diabétiques, donc les personnes qui ont des maladies métaboliques, les personnes qui ont des états de terrain inflammatoires, comme je viens de le dire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas rendre aussi solidaires les personnes dites fragiles, les maladies, ces fameux malades, personnes qui ont été largement hospitalisées? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas leur donner une chance supplémentaire de ne pas développer de phase inflammatoire, de diminuer leur risque de subir ces maladies comme étant dramatiques, ces maladies infectieuses, parce que au-delà du Covid, il y aura la grippe, il y aura d'autres virus qui vont arriver, et ce n'est pas parce qu'ils sont vaccinés contre l'un des virus qu'ils ne vont pas forcément développer de syndrome inflammatoire dans les prochaines années. Donc, la notion de solidarité passe par la notion de responsabilisation face à la maladie, face à notre état général. Et ça, c'est l'affaire de tous, comme on veut nous le dire, pas que des personnes qui sont en bonne santé. Alors, revenons un peu sur notre système médical, regardons sur quoi il s'appuie. Notre système de santé est basé sur 3 principes. Le premier principe, c'est qu'on est tous obligés de s'assurer. On paye tous une sécurité sociale qui est obligatoire pour soutenir les uns les autres. Mais attention, sans obligation de faire quoi que ce soit pour être en meilleure santé. C'est-à-dire que nous avons droit à la sécurité sociale sans remettre en cause quoi que ce soit dans notre mode de vie. Il n'y a pas de notion de prévention. Si je suis malade, on considère que ce n'est pas votre faute, que c'est la faute à pas de chance, et on vous déresponsabilise par rapport à ça. Donc, deuxième point, nul n'est responsable de sa santé. Le système est basé là-dessus. Nos fragilités, je ne parle pas bien sûr des maladies génétiques, ne sont pas la suite logique de notre façon de vivre. C'est du moins la conception de notre système actuel, puisqu'il n'y a jamais de remise en cause de notre façon de vivre. Et troisième principe, j'ai le droit aux soins les plus onéreux, peu importe ma situation, si j'ai besoin d'un scanner, de radio, de médicaments très chers, j'y ai droit puisque je fais partie d'un système de sécurité sociale. Si nous avions, alors bien comprendre qu'il y a une explosion des frais médicaux, le moindre petit bobo, on vous fait faire des tests, des batteries d'examen, des prélèvements, des scanners qui valent une fortune, des IRM, etc. Si nous avions un peu de bon sens, ce système-là, on comprend très bien qu'il n'est pas viable. Déjà, c'est qu'il n'est pas légal. Sur le plan européen, j'ai le droit de faire ce que je veux du moment que je ne nuis pas aux autres. Je devrais donc avoir le droit de ne pas m'investir dans la sécu, de ne pas payer ma sécurité sociale et donc, bien sûr, de ne pas bénéficier des aides, mais de ne pas non plus donner pour la communauté. Du moment que j'assume mes propres risques, je ne nuis à personne. Donc, sur le plan de la Constitution européenne, cette notion-là est interdite. Mais on ne nous laisse pas le choix. On est obligé de payer pour les autres. Oui, mais on te dit, tu comprends, tu es solidaire de ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas payer leurs frais. Mais quand quelqu'un conduit et a un accident tout seul, on ne vous demande pas de lui payer sa voiture. Son assurance, d'ailleurs, il est obligé de la prendre, mais uniquement pour les risques qu'il va causer, de dégâts qu'il risque de causer pour les autres, pas pour ses propres risques. On ne vous oblige pas à vous mettre en tout risque.
Donc, on vous responsabilise. D'autre part, quand vous conduisez bien, on verra qu'on vous met un bonus, et quand vous conduisez mal, on vous met un malus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle se responsabiliser. Si vous roulez sans ceinture de sécurité, on va vous sanctionner. On va vous dire, certes, vous ne pouvez tuer personne parce que vous n'avez pas la ceinture, vous n'allez pas créer de dégâts autour de vous, mais si vous avez un accident, vous allez avoir un coût pour la société. Eh bien, je souhaite que ce soit la même chose pour la santé. C'est-à-dire que notre système devrait nous demander d'assumer les conduites à risque reconnues, à condition, bien sûr, qu'elles ne nuisent pas aux autres. Quand on vous dit de ne pas sortir en période d'épidémie, de ne pas embrasser les gens, de vivre masqué, de vous laver les mains, etc. Lorsque vous ne respectez pas ce confinement, ces gestes barrières, etc. en période épidémique, on vous sanctionne, on vous met une amende, parce qu'on considère que c'est une conduite à risque. Pourquoi alors toutes les conduites à risque qui coûtent à l'État, je parle cigarettes, pour des diabétiques, consommer du sucre, des sodas, de l'alcool, une alimentation industrielle, etc. On sait que ça augmente les risques d'infarctus, les diabètes c'est 34 000 morts par an, et que ça touche des personnes bien plus jeunes que le Covid en général. Pour tout ça, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'amende, et pourtant, ce sont des conduites à risque. Et bien sûr, vous comprenez que ça engorge les hôpitaux. Et ça ne permet pas de soigner convenablement certaines personnes. On fait des choix, là aussi. Donc, on devrait aller vers une responsabilisation plutôt qu'une interdiction des conduites à risque. Vous savez qu'on va aller, sans doute, vers un passeport vaccin. On va vacciner et on vous dit, si vous êtes vacciné, vous aurez le droit d'aller dans des lieux publics, de restaurants, voyager, etc. Alors que ceux qui ne le sont pas n'iront peut-être pas dans ces zones et seront privés de liberté. Pourquoi ne ferait-on pas, alors, puisqu'on est exactement dans la même problématique, un passeport santé-hygiène? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on voulait rendre tout le monde solidaire du système médical, il faudrait que tous vos paramètres de santé arrivent dans votre portable. Vous aurez une puce installée sur la peau qui capterait la composition de votre sang, les variations hormonales, etc. de l'organisme. Et on enregistrerait les variations de votre taux de sucre dans le sang, taux de graisse, d'acide urique, votre saturation en oxygène, etc. Votre tension, bien sûr, vos variations de fréquence cardiaque. Et on saurait comme ça ce que vous avez mangé, si vous n'avez pas fait trop d'excès, si vous n'avez pas fumé trop de cigarettes dans la journée, si vous avez fait votre heure de sport recommandée, si vous avez fait votre temps de relaxation, si vous avez bien dormi, etc. C'est-à-dire que on pourrait contrôler chacune de vos conduites à risque, exactement comme on le fait aujourd'hui en période de confinement. Sauf qu'on le fait sur d'autres critères. On devrait être sanctionné. Ou du moins, on devrait vous augmenter votre malus dans votre imposition, votre participation au niveau de la sécurité sociale. Et par contre, les personnes qui auraient des conduites bien orientées vers la santé, vers des facteurs de santé corrects, on devrait leur mettre un bonus. Alors, je ne suis pas pour sanctionner ceux qui auraient une mauvaise hygiène de vie. Bien sûr, vous comprenez que je ne suis pas dans une dictature sanitaire. Nous avons la liberté de disposer de notre corps à condition d'en assumer les conséquences. Je préfère donc valoriser ceux qui ont un bon comportement, qui vont dans le sens d'une meilleure santé. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit toujours ceux qui prennent soin de leur santé que l'on n'encourage pas. On fait bien un système de malus, de bonus en fonction de votre conduite, la qualité de votre conduite automobile, là je parle. Pourquoi ne baisseront-on pas les cotisations sécu, mutuelles, si je diminue ma consommation de médicaments, si je vais moins au médecin, si je fais moins d'examens dans l'année, si mon niveau de bien-être augmente? Donc, valorisons les comportements positifs. Rester en bonne santé, c'est un travail de chaque instant. C'est se priver parfois de choses tentantes dont on sait que ce sont des choses potentiellement très mauvaises pour votre santé, mais certaines fois, on fait l'effort de ne pas le faire pour rester en bonne santé. Alors bien sûr, on en a des bénéfices personnels, mais c'est toute la société qui récupère aussi ces bénéfices. Alors pourquoi tout le monde ne devrait pas contribuer à faire baisser le coût de notre sécurité sociale, faire chuter le nombre d'hospitalisations annuelles, le nombre de consultations, pour s'occuper des personnes qui ne peuvent pas faire autrement, qui ont des maladies génétiques ou qui ont un lourd passé? Vous comprenez qu'avec tout ça, non.
Je ne suis pas pour la vaccination obligatoire, pas plus que je suis pour imposer des comportements d'hygiène drastiques à tout le monde. La solidarité ne doit pas aller que dans un sens, et face aux risques infectieux, être solidaire et protecteur des autres, c'est d'abord développer une immunité naturelle, rehausser notre niveau de santé globale, toute la population, et redéfinir ce qu'est la santé. Je vous renvoie donc à mes vidéos sur la définition de la santé. Remettons donc l'individu au centre du système de santé et reconnaissez que la santé n'est pas simplement l'absence de symptômes. L'OMS a bien défini comme étant un état de bien-être bien plus général qui intègre l'aspect psycho-émotionnel, social, etc. Il est temps de ne plus être des individus consommateurs, apeurés et déresponsabilisés. Sur le plan éthique, j'ai le droit d'avoir le choix de sortir de mon EHPAD et d'embrasser les miens même si j'ai 85 ans, au risque de contracter le Covid, plutôt que de mourir à petit feu isolé de ce que j'aime. Laissons les personnes assumer ce risque. Donnons-leur le droit de faire le choix de disposer de leur corps comme ils veulent, du moment qu'ils ne nuisent pas aux autres. Donnons-nous le droit d'assumer nos risques. De toute façon, comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, il n'est absolument pas certain que le vaccin puisse protéger les personnes les plus fragiles qui, dans 15%, sont non répondeuses au vaccin quand elles peuvent se faire vacciner. Il est temps que chacun d'entre nous ait accès à une information plurielle, qu'il soit conscient de ses limites et de la part qu'il joue au sein de cette société pour faire des choix personnels et éclairés. Devenons donc acteurs de notre santé, redécouvrons le pouvoir adaptatif du corps et cessons de croire que nous vivons dans un monde infesté de microbes qui auraient la toute-puissance de nous rendre malades au moindre de leur contact. Nous vivons en symbiose avec eux depuis toujours. Ne laissons juste pas notre terrain se dégrader au point que le virus devienne nécessaire pour créer cette inflammation. Alors, ce n'est pas le virus qui crée l'inflammation, mais pour l'amplifier. Mais peut-être que les laboratoires, les officines et tout le système médical a quelque intérêt à nous maintenir dans une forme d'assistanat et de déresponsabilisation individuelle. Peut-être ont-ils intérêt à maintenir le patient dans une certaine ignorance, ou du moins de le considérer comme incapable de comprendre ou de changer ses comportements. Je pose juste la question. Mais attention, le système médical actuel, je parle de l'hôpital, le système de santé en général, est un système d'urgence. Nous avons une médecine d'urgence en France qui est exceptionnelle. Mais ce n'est pas suffisant pour parler d'un système de santé global. Le système que nous avons en place, il permet de lutter contre des symptômes pour sauver des vies à des moments d'urgence vitale, mais en aucun cas il ne permet d'améliorer toutes les facettes de notre santé. Je parle du plan physique comme du plan psycho-émotionnel, du plan énergétique, du plan spirituel. Le système dans lequel nous vivons ne consacre quasiment rien à la prévention, ni à l'éducation à la santé. Les investissements ne font que privilégier les campagnes de publicité pour nous faire peur et nous inciter à nous vacciner, à consommer du médicament, à nous dire que nous arrivons dans l'hiver, que notre immunité va baisser, etc. et qu'il faut prendre tel ou tel complément ou tel médicament. Mais elles ne nous incitent pas à remettre en cause notre façon de vivre pour aller vers une amélioration de notre santé. Alors on nous prive d'une réflexion plus globale sur la santé, on évite le débat sur des questions de fond et l'on déresponsabilise le citoyen. N'attendez pas que ce système vous aide à améliorer votre bien-être. Soyez d'abord le changement que vous voulez dans le monde, pour paraphraser Gandhi, et prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place. Pour finir, une petite promo pour la revue Néo Santé qui fait un très gros travail à l'heure actuelle sur la crise sanitaire. Elle informe sur la notion d'immunité, la notion de virus là. Et voilà, vous trouverez les coordonnées bien sûr sur internet en tapant Néo Santé. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette réflexion vous apportera des arguments pour discuter avec des personnes autour de vous. Et je vous dis à très bientôt.